Bienvenue à tout le monde. Une raison fondamentale pour laquelle on est très content que la musique soit à l'honneur, parce que la musique, c'est le secteur pionnier des transformations digitales. L'industrie qui, la première, a dû affronter les innovations technologiques avec les transformations des usages que ça implique, les transformations de business model avec l'effondrement des revenus, des nouveaux entrants pas toujours très respectueux du droit, les acteurs historiques pas nécessairement concertés sur leurs réponses et avec des réponses parfois plus sur la défensive pour commencer. Finalement, une nécessité absolue de se réinventer, et de se transformer et de se diversifier. Aujourd'hui, enfin, merci à Stéphane Le Tavernier, qui est notre invité. On a la chance que Stéphane soit non seulement président de Sony Music depuis plusieurs années maintenant, 2010, mais aussi président du SNEP, donc le syndicat des éditeurs phonographiques, donc les producteurs de musique. Stéphane, qui est quand même dans la musique depuis 20 ans, donc avant Napster, donc il a connu l'âge d'or, une époque effectivement relativement... je ne dis pas que tout était facile, mais tout était en tout cas sans doute plus facile qu'aujourd'hui. Il y a eu un âge d'or dans la musique où on pouvait revendre en CD à des gens qui adoraient la musique tout ce qu'ils avaient déjà acheté en vinyle. On a beaucoup écrit sur la crise de cette industrie. On dit chiffre d'affaires divisé par je ne sais plus combien en une dizaine d'années. Et en même temps, visiblement, vous êtes toujours là. Il y a encore des acteurs, il y a encore de la musique qui est financée. Donc, comment va globalement votre industrie ? Elle va vachement bien. Elle s'est transformée. Un de vos confrères qui titrait le CD des CD. Les médias en général ont été extrêmement critiques en observant l'industrie de la musique subir, on va dire, le tsunami d'Internet. Le pic, je crois, du chiffre d'affaires du disque, je pense que ça doit être 2002, et c'est à peu près 1,3 milliard. Et aujourd'hui, on a un marché qui est en dessous de 500 millions. Il y avait 7 majors, il y avait énormément d'indépendants. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 500 millions. C'est 3 majors, et c'est surtout tout un univers et tout un environnement qui n'existait pas et qui est apparu. Quand on sortait un album, on se posait la question de combien de CD, combien de vinyles, combien de cassettes. Et maintenant, on vend à la fois des supports dématérialisés. Le téléchargement, c'est un achat comme un CD, mais c'est dématérialisé. On stimule la consommation ou l'écoute de nos titres et de notre musique sur les plateformes de streaming. Donc on est passé d'un monde où la consommation de la musique était l'achat à un environnement qui est très diversifié, puisque les gens aujourd'hui, pour regarder de la musique, ont énormément de façons d'y accéder. Le support existe encore. Il faut savoir que les ventes de support représentent encore 60 à 65% du chiffre d'affaires. On voit un support qu'on disait, alors là pour le coup, moribond, quand le CD est arrivé, c'est le vinyle. Et le vinyle, donc, a des taux de croissance absolument impressionnants depuis 5 ans, puisque en France, je ne crois pas me tromper en disant qu'on a vendu plus d'1 million de vinyles cette année, qui est, on va dire, plus qu'une renaissance. Il y a eu un tsunami, il y a eu l'effondrement d'un modèle et sa réinvention en 10 ans sous des formes extrêmement diversifiées. Alors aux États-Unis, le numérique, c'est plus de 50%. En Suède, ça représente à peu près le streaming 85%. Même plus, 90% du chiffre d'affaires, c'est du streaming. La France, comme l'Allemagne, sont des marchés où il y a encore un marché physique qui est extrêmement vivace. On voit un modèle qui se développe, qui est le streaming, avec une progression qui est presque exponentielle. Quand on regarde les chiffres mondialement, les marchés sont plutôt en croissance. Le streaming, c'était la seule partie du business qui était en croissance. Mais de la croissance en partant de rien. Mais il fallait bien, c'était quand même la première fois qu'il y avait un truc qui redonnait de la croissance. Voilà. Et cette croissance, elle faiblit pas. Non seulement l'usage est en train de s'installer, c'est-à-dire les gens prennent l'habitude d'écouter de la musique en allant sur des plateformes de streaming, mais qu'ils adhèrent aussi aux services qui leur est proposé. Il y a cet accroissement du nombre d'abonnés, il y a la pérennisation des abonnements qui est vachement importante, et puis il y a surtout la consommation du stream qui augmente. C'est-à-dire le nombre de streams moyens par abonné augmente. C'est pour ça que je pense que cette période qui a été une période d'immense adversité à tous les niveaux, on va peut-être y revenir, elle ouvre la voie et des perspectives absolument extraordinaires. Tout l'environnement s'est bouleversé, mais pour nous, rien n'a vraiment changé. C'est-à-dire, nos métiers ont changé, mais un producteur reste un producteur.
Donc le métier de producteur, c'est révéler un talent. Et le métier d'une maison de disques, c'est de repérer ces talents, c'est de les aider à mettre en valeur leur savoir-faire ou leur singularité et à construire leur carrière. La chaîne de valeur, c'est-à-dire comment est réparti le revenu qui est généré par la vente de cette musique, n'a pas tellement changé non plus. Le passage à Internet et aux offres de stream, c'est qu'on parle plus d'acquisition de musique, mais on parle d'écoute. Quand tout un métier et toute une chaîne de droit a été bâtie sur la rémunération, sur de l'acquisition, là, il va falloir considérer qu'on va rémunérer sur le revenu généré par des gens qui s'abonnent à un service. Alors, ce qui est compliqué, c'est le modèle. Mais la chaîne de valeur, la façon dont elle est répartie, elle n'a pas vraiment bougé. Il faut rémunérer, on va appeler ça le distributeur. Alors, quand c'était un magasin, on voit ce que c'est un distributeur. Aujourd'hui, on va dire que Spotify est un distributeur. Il faut rémunérer l'œuvre, l'auteur, donc les éditeurs, les auteurs, les compositeurs. Et il faut rémunérer le producteur et l'artiste sur sa partie d'enregistrement. Et il faut absorber les coûts. Donc le modèle, la répartition, elle n'a pas changé. C'est juste le paradigme qui a changé. C'est-à-dire, ce qui est difficile à envisager aujourd'hui, c'est qu'on ne compte plus un nombre de disques, mais on compte un nombre d'abonnés ou un volume publicitaire qu'il va falloir répartir entre la totalité des titres qui ont été streamés sur une période donnée. Le nombre de titres sur support qui ont été vendus en 2015, c'est à peu près 500 millions. Et le nombre de titres qui ont été streamés, c'est 50 milliards. Alors on a 500 millions de titres et 50 milliards de titres streamés. J'ai commencé il y a 20 ans, mais je pense dans les années 60, la proportion d'artistes qui réussissaient sur la masse d'artistes qui se présentaient est à peu près équivalente à celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 35 millions de titres, ça veut dire qu'effectivement tous les artistes et toutes les productions sont disponibles à tout le monde. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. L'inconvénient, c'est que c'est une concurrence absolument faramineuse, quoi. Un artiste gagnait de l'argent en vendant son disque, et on pouvait dire qu'il gagnait 80% de la rémunération sur un album sur une année et demie. Voilà. Donc il sortait son disque, et si ça marchait, on va dire sur l'année et demie, il faisait le gros de ses ventes. Et puis si son disque était ce qu'on appelle un standard, c'est-à-dire un disque que plusieurs générations ont envie de réécouter, ben, il vendait des disques après régulièrement au catalogue. Aujourd'hui, cette courbe-là a de fortes chances de changer. Les revenus d'un artiste vont être, je pense, il va y avoir un pic au moment des lancements, mais il va être beaucoup plus linéaire, et surtout la possibilité d'être pérenne extrêmement longtemps. C'est un peu, si on voulait faire une analogie, entre vendre un appartement ou le louer. Si vous avez un bel appartement et que vous voulez le vendre, vous allez toucher un bon paquet d'argent au moment de la vente, et après vous n'aurez plus de revenus. La location, c'est le contraire. Mais si vous voulez comparer le revenu de la vente avec le revenu de la location, oui, vous grattez la tête et vous dire comment se fait-il que je gagne aussi peu d'argent? Ouais, mais vous avez des loyers tous les mois. Une carrière, c'est fait de haut et de bas. Alors on peut dire que des artistes qui peuvent faire carrière aujourd'hui ont la possibilité que leur titre soit rémunéré et leur œuvre soit rémunérée régulièrement. Alors nous, notre travail en particulier, c'est pas de mettre le plus de disques possible dans les magasins comme on faisait avant, c'est de faire en sorte que les gens s'abonnent. Quand on a pris le choc absolument terrible d'Internet au démarrage, je pense, comme ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse ou comme ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias en général, et ce qu'on voit aujourd'hui peut-être dans le cinéma, c'est qu'il y a un réflexe d'affolement. Parce que tout un modèle sur lequel on a bâti des sociétés et une façon de faire est en train de s'écrouler, de se transformer. Et la tentation, quand il y a un tsunami, la première tentation, c'est de construire une digue. Et il faut un peu de temps, ça prend un peu de temps pour se dire que la digue sert à rien, mais qu'il vaut mieux apprendre à surfer, quoi. Et les plateformes de stream aujourd'hui sont à la fois des magasins, à la fois des médias, à la fois des endroits de découverte. Aujourd'hui, Spotify, Deezer, Qobuz, c'est des algorithmes. Alors les algorithmes, c'est, je sais pas, c'est une autre façon de dire data, quoi. Alors on développe chez Sony assez fortement la possibilité de trouver des partenariats avec des marques et d'associer des artistes ou leur carrière à certaines marques.
Il faut que ça colle, il faut que ça soit dans l'ADN de l'artiste, il faut que ça soit dans son environnement, il ne faut pas que ça dénote. Sans producteur, sans maison de disques, c'est difficile d'émerger, de faire carrière. Quand un artiste rentre dans une maison de disques, généralement c'est pour 2 albums ou 3 albums, et 3 albums dans la vie d'un artiste, jusqu'à présent c'est à peu près une dizaine d'années. Moi je considère qu'une maison de disques fabrique la notoriété d'un artiste. Le principe du contrat 360, c'était de dire à un moment donné, si on développe cette notoriété, cette image de marque, et qu'on développe les expertises pour faire tous les métiers qui sont autour d'un artiste, il est envisageable qu'un artiste puisse confier ses droits à cette même société. Il y a des artistes qu'on signe en disque, mais on a une société on produit des spectacles aussi, hein, mais il y a des artistes qu'on ne signerait pas, par exemple, pour des tournées. Donc le 360 en tant que tel, c'est pas un concept, c'est pas une obligation, c'est juste se dire la valeur d'un artiste, c'est tous les efforts de communication et de marketing qu'on a mis autour de cet artiste et toutes les activités qu'il peut exercer en se servant de cette notoriété, on peut nous lui proposer ses services. Donc c'est ça l'idée du 360, c'est ça. Mais aujourd'hui, la vente seule, les revenus seuls générés par la musique par rapport aux investissements qui sont nécessaires sont insuffisants. On a pris des droits 360, c'est qu'on a développé des expertises 360. Donc des maisons de disques se sont mis à produire aussi des spectacles, développent des départements de partenariat avec les marques. Il y a un an, Doug Morris disait « le gratuit, c'est la mort ». Depuis, Spotify a gagné plus de 10 millions d'abonnés. Quelle est la doxa de Sony Music sur le gratuit? Doug Morris a raison, déjà parce que c'est mon boss, donc il a forcément raison. Mais le gratuit, c'est la mort, mais c'est le grand paradoxe d'Internet. Hein. C'est-à-dire qu'Internet, c'est le mirage de la gratuité. Mais toutes ces sociétés de stream, qui sont au départ des start-up, hein, moi je veux raconter très rapidement, très brièvement, le démarrage de Deezer en France. C'est à peu près au même moment que le démarrage de Spotify en Suède. Deezer est arrivé dans les maisons de disques en disant « j'ai inventé un programme informatique, j'ai pompé tous les titres sur le net et je les ai tous dans ma bécane. Est-ce que ça vous intéresse de faire un deal avec moi ?» Le parti pris des maisons de disques a été de dire « on va faire un contrat avec ce mec-là » plutôt que de l'attaquer en justice. Mais c'est une boîte, Deezer, Spotify, sont des sociétés qui n'ont que 10 ans, qui sont sur un secteur d'activité, le digital, qui demande à être international et dont la technologie évolue ou doit être mise à jour tous les mois, hein, on va dire. Donc que ces sociétés soient obligées de lever des fonds pour assurer leur développement, parce que ce sont des sociétés qui sont en phase de développement, me paraît pas totalement bizarre. Que ces sociétés génèrent pas encore le revenu qu'elles souhaiteraient, ou le profit qu'elles souhaiteraient, me semble pas totalement bizarre. C'est des nouvelles sociétés qui développent un usage complètement nouveau. Hein, c'est-à-dire, c'est pas comme si c'était des nouvelles sociétés qui se mettaient sur un business qui existe, c'est des sociétés qui inventent un nouveau truc, un nouvel usage que les gens ne connaissent pas. Hein, d'accord. Donc il faut faire connaître l'usage, il faut que les gens y adhèrent, puis après il faut qu'ils choisissent, est-ce que je vais plutôt Spotify, plutôt Deezer. Donc les problématiques de ces boîtes, elles sont énormes, et puis surtout, ça demande beaucoup d'argent. On a le choc du tsunami, il y a un premier réflexe de trouille, on réduit tout, on restructure, on fusionne, et je pense que ça participe aussi à l'effondrement du marché. Hein, il y a un effet mécanique à toute cette agitation. Pourquoi ? Parce que toutes ces sociétés perdent de vue leur métier qui est de produire, passent 90% de leur temps à se restructurer, à virer des mecs, à se dire, comme on gagne moins d'argent, on va produire moins, on va essayer de produire moins cher. Ça, c'est un réflexe mortel. L'évolution des moyens de production permet aujourd'hui de produire pour beaucoup moins cher, avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir, c'est-à-dire n'importe qui peut produire n'importe quoi. Le seul endroit où il ne faut pas désinvestir, c'est la création. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire on dépensait des sommes absolument astronomiques en marketing, en faisant de la pub télé, des choses comme ça qu'on ne fait plus du tout maintenant. Et on met beaucoup plus d'argent aujourd'hui dans l'image, autour d'un artiste, dans l'audiovisuel, parce que c'est là que se crée la singularité d'un artiste et son image. Moi, je pense que le piratage, enfin ce qu'on appelle le piratage, c'est-à-dire l'échange de fichiers musicaux sans rémunération des ayants droit, c'est un truc, je pense qu'on aurait pu faire n'importe quoi,
ça serait arrivé. L'arrivée d'Internet a suscité ce truc-là. Et la musique, c'est pas le seul, c'est le cinéma, c'est pareil, c'est maintenant qu'on peut télécharger un film en une seconde. Le marketing du disque a voulu copier le marketing d'autres biens de grande consommation, parce que ça a été une époque, cette époque du CD, où il y a des volumes absolument astronomiques de CD qui ont été vendus. C'est une petite industrie qui a voulu copier des industries beaucoup plus grosses, où ce moteur marketing-là est un des moteurs clés, alors que le moteur clé dans la musique a toujours été autre chose. Quand iTunes est arrivé, le téléchargement, les artistes, il y a beaucoup d'artistes, de managers qui ont eu la trouille et qui se sont dit « Non mais c'est une catastrophe ce truc, c'est terrible, ça va nous empêcher de vendre des CD. » Et le téléchargement était un truc qui est quand même pas très très éloigné d'une vente de disques, parce que c'est une vente. Donc là, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on est dans un truc qui n'a rien à voir avec rien. Je pense que c'est plus compliqué et ça prend plus de temps à expliquer. Enfin, on s'y emploie en tout cas. Donc, faut pas avoir peur et on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous.